Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Agir pour l'environnement. Et cette semaine, cette émission est consacrée à la nature ou comment aménager Mayotte pour répondre à nos besoins sans détruire notre environnement. Or, les besoins sont énormes, infrastructures, logements, bâtiments, écoles, zones d'activité économique. La pression foncière est très forte puisque il y en a peu de terrain. Ça contraint nos décisions et ça donne à notre territoire un caractère compliqué pour prendre des décisions. Comment peut-on faire face à ces pressions sans céder à la nature ? On va faire un petit retour dans le temps et plus particulièrement, on va retourner dans la saison 1 d'Agir pour l'environnement pour nous replonger dans les projets de 2017. Puis avec nos invités sur le plateau, Michel Charpentier, le président des naturalistes de Mayotte, et Moustouaï Marie, le DGA aménagement de la CC Sud, nous évoquerons les solutions et les moyens de préserver la nature et l'environnement. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, moi j'y crois. Tout de suite, regardez ce reportage de la saison 1, signé Pierre Bellucci, Daniel Duno. Pour l'architecte franco-suisse Le Corbusier, les matériaux de l'urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l'acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissolublement. En clair, en matière d'urbanisation, les éléments naturels doivent primer sur tous les autres. À Mayotte, il n'y a jamais vraiment eu de plan d'aménagement et l'anarchie s'est donc peu à peu installée aux quatre coins de l'île. À ce titre, dans votre quartier, y a-t-il plus d'habitat en dur ou en tôle ? J'habite à la Brousse. Et là-bas où j'habite, il y a des maisons en tôle et il y a des maisons en briques. Plus en dur quand même. Là où on est actuellement, c'est plus de maisons dures. En dur. Moi, j'habite dans un village, dans la commune de Dembéni. Il y a des maisons en ville et il y a aussi des maisons en tôle. J'ai des maisons en dur autour de chez moi, mais au fond de mon jardin, j'ai 4 bangas. Là où je suis, dans mon quartier, je dirais que c'est 50-50. Problème, l'urbanisation incontrôlée impacte sur le cadre de vie et la santé humaine. Non-gestion des déchets et des eaux pluviales, perte de la biodiversité, pollution des cours d'eau, étalement urbain, artificialisation des sols, hausse des émissions de gaz à effet de serre. Il devient urgent de contrôler les constructions. Les continuités écologiques, elles sont définies au travers de ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Alors la trame verte et bleue, c'est un réseau de continuité écologique aquatique et terrestre qui est composé des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Cette trame verte et bleue est déclinée localement par les communes et les intercommunalités à travers les plans locaux d'urbanisme. Ces derniers réglementent l'utilisation des sols, définissent des règles de construction ou d'aménagement et déterminent les emplacements réservés aux espaces publics. Au sein du chef-lieu, de grands projets ont ainsi été lancés ces dernières années. Mamoudzou, en 5 ans, a gagné une commune. 14 000 habitants en 5 ans. 57 000 habitants, 71 000 habitants. Donc on ne peut plus raisonner aujourd'hui dans le domaine de l'aménagement urbain comme on raisonnait hier. Donc il faut des schémas, il faut des plans, il faut une stratégie, il faut avoir une vision. Donc nous avons cette vision-là. Donc elle a commencé avec Mgomani, il y a le NPRU de Kawini, il y a la ZAC effectivement de Hamaha, et puis bientôt la ZAC de Loujani va être relancée. Il y a Tsunzu qui a un fort potentiel de foncier, Passamainti et Vaïbé aussi. Dans un contexte de raréfaction du foncier, il n'est pas simple de répondre aux besoins d'une population croissante tout en préservant l'environnement. Le projet Caribus tente néanmoins de le faire. La ville capitale de demain doit être bâtie dans une certaine harmonie, dans une certaine cohérence, avec une connexion entre le sud et le nord. Donc il y a un projet de transport, mais qui intègre la dimension d'aménagement urbain qui est nécessaire ici, en tout cas un aménagement urbain moderne, mais aussi la dimension de l'économie, la dimension de l'attractivité du territoire communal, demain intercommunal, la dimension donc de l'emploi, mais aussi la dimension environnementale. Préserver le cadre de vie et le patrimoine mahorais en engageant une politique d'équilibre du territoire et de préservation des espaces naturels. Voilà le défi à relever pour que l'île se développe en harmonie avec ses richesses naturelles. Bonjour Moustouaï Marie. Bonjour Anne. Bonjour Michel Charpentier. Bonjour Anne. Alors messieurs, je ne sais pas lequel de vous deux voudra commencer à répondre, mais est-ce que ces documents d'aménagement qui sont évoqués dans le sujet qu'on vient de voir, est-ce qu'ils sont suffisants pour protéger l'environnement ?
Je m'étonne. Allez-y. Effectivement, il y a beaucoup de documents qu'on appelle de planification. Je parle du schéma d'aménagement régional, le SAR, mais à travers le SAR, il y a tous des documents de déclinaison. Actuellement, les communes comme les interco sont en train d'élaborer leur PLUI-H. C'est quoi un PLUI-H? Voilà, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Donc, ces plans définissent les zones constructibles, les zones non constructibles, les zones à protéger, les zones naturelles. C'est la base de tout aménagement, justement, pour qu'il n'y ait pas de dérive, c'est-à-dire ce que nous voyons dans nos quartiers, les gens qui construisent dans des ravines, dans des cours d'eau, pratiquement. Donc, dire le respect de tous ces documents, il faudrait connaître ces documents, mais bien évidemment, les dossiers qui sont portés et qui suivent la réglementation, bien évidemment, doit respecter ces orientations. Mais Michel Charpentier, ces documents comme le PLUI-H ou d'autres, je pense au schéma d'aménagement régional, etc., est-ce que ça intègre les spécificités de l'environnement, les caractéristiques exceptionnelles qu'on doit protéger? C'est fait pour, normalement. Mais pour resituer dans un contexte plus large, moi je dirais, en simplifiant un peu les choses, qu'il y a 3 types d'espaces. Il y a les espaces naturels, les espaces agricoles et les espaces urbains. Urbains au sens large, y compris les routes, etc. Les 3 sont indispensables, nécessaires et indispensables. Et dans un pays comme Mayotte, où on n'a pas beaucoup de surface, toute la difficulté de l'équation, c'est d'arriver à trouver un équilibre pour que, à la fois, les gens puissent vivre dans les villages et les villes, qu'ils puissent se déplacer, et puis qu'il y ait de l'agriculture pour nourrir la population, et qu'il y ait aussi des espaces naturels, j'ajouterais même les plus importants, parce que, hélas, il y en a déjà pas mal qui ont passé à la casserole, si je peux dire. Protéger les espaces naturels les plus importants parce que c'est aussi une ressource. Je pense par exemple à la forêt. En général, la forêt, c'est la ressource en eau en particulier, c'est la biodiversité, ou bien la mangrove, et la mangrove, c'est la protection des côtes. Et on en aura besoin de plus en plus dans les années à venir avec la montée des eaux. Ces trames bleues et vertes qui sont évoquées dans le reportage, comment ça se concrétise dans les documents d'aménagement? Qui sont les documents de référence, Moustouaï Marie? Dans le SAR, comme on l'a dit maintenant sur le plan d'aménagement régional, on a défini ces trames bleues et trames vertes, donc particulièrement pour schématiser, identifier les zones humides, cours d'eau, vraiment dire, voilà, ces zones-là, on se doit de les protéger, donc tout ce qui est trame bleue, et tous ces espaces naturels qu'on dit à préserver, ils sont clairement identifiés à ne pas toucher. Effectivement, quand on parlait de ces 3 zones, zones urbanisables ou urbanisées, aménagées, les zones agricoles qu'il faudrait bien évidemment les préserver pour qu'on puisse faire de l'agriculture pour notre alimentation, et les zones naturelles, bien évidemment. Donc, c'est défini dans ces zones-là, et les PLU, ces fameux PLUIH, doivent prendre en compte ces zonages-là, parce qu'on ne peut pas passer outre les orientations du SAR. Donc voilà à peu près comment ils ont... Mais messieurs, nos besoins, on le voit, il faut construire des tonnes d'écoles, il faut construire des zones d'activité économique pour héberger les entreprises qui ont besoin aussi. On a des problèmes de logement. Est-ce que tous ces besoins qui mettent un peu la pression sur les élus, est-ce que finalement, ça ne se règle pas au détriment de ces zones à protéger, c'est-à-dire les zones agricoles d'un côté et les zones naturelles de l'autre? C'est vrai ce que disait Moustouaï Marie, c'est-à-dire qu'on a des plans d'aménagement pour essayer
d'arbitrer entre ces différents besoins. Le problème, on le sait à Mayotte, c'est qu'il y a aussi pas mal de choses qui se font en dehors de la légalité. Prenons le cas des espaces agricoles. Bon, il y a beaucoup de cas où on voit de la déforestation ou du défrichement dans un endroit, on y retrouve des plants de bananes après. Bon, c'est pas passé par le SAR, ça, c'est clair. Hein. Même chose pour des constructions, vous parliez de la préservation des bords de rivières, par exemple. Bon, des mangas qui se construisent quasiment les pieds dans l'eau, c'est aussi assez fréquent. Donc c'est l'une des grosses difficultés aussi qu'on a à Mayotte, c'est qu'il ne suffit pas d'établir des plans de gestion du territoire, encore faut-il qu'on arrive à les faire appliquer, et ça c'est compliqué parce que, moi je le redis souvent, mais je vais le redire ici, la principale difficulté à Mayotte, le gros problème qu'on a, qui impacte quasiment tout le reste, c'est la démographie. C'est-à-dire on a une population soit naturelle, soit immigrée, qui est tellement importante que ça fait pression dans tous les sens. Hein. Il y a besoin de logement, il y a besoin de nourriture. Bon, on s'en va défricher un bout de terrain, et les espaces agricoles en pâtissent. Les espaces naturels encore plus, hein, parce que bon, ça donne l'impression que c'est à personne, donc c'est à tout le monde. Hein. Donc on a un gros problème de gestion en fonction de cette démographie galopante à Mayotte. Et c'est quoi les conséquences pour l'environnement ? Que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien. Vous l'avez dit, c'est à personne, donc c'est à tout le monde. On défriche quelques arbres et on se dit, là je vais faire mon petit jardin personnel, banane, manioc et éventuellement autre chose. C'est quoi les conséquences directes d'une telle action sur l'environnement ? Parce qu'on pourrait se dire, écoute, j'enlève des arbres, mais je mets de la culture, j'abîme pas en fait. Je vous prends un exemple que je connais assez bien, sur la presqu'île de Sazilé, l'ensemble de la presqu'île, que je connais depuis pas mal de temps. Il y a actuellement plusieurs dizaines de cabanes. Je n'appelle pas encore ça des mangas parce que ce n'est pas des habitations permanentes. C'est pour l'instant que des cabanes, sans doute pour se protéger de la pluie, etc. Mais dans quelques années, ça risque d'être autre chose qu'une simple cabane. Il y a autour des parcelles de culture, bien sûr, souvent de la banane d'ailleurs. Et c'est-à-dire que ça fait un peu comme une tache d'huile. Au départ, il y a quelqu'un qui a défriché un bout de terrain où il a planté 30 ou 40 bananiers. Et puis, il y a un voisin qui va faire un petit peu la même chose un petit peu plus loin. Puis petit à petit, tout le territoire devient mité par de l'agriculture illégale, en plus. Illégale. Et après, si vous voulez, la connexion entre les petits bouts d'espace naturel par-ci, par-là, devient de plus en plus difficile. Et pourquoi, Moustoua et Marie, vous travaillez dans les collectivités territoriales depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que les polices municipales, maintenant les polices intercommunales ou d'autres, ne sont pas plus agressifs vis-à-vis de ces infractions ? C'est maintenant qu'à Mayotte, on a mis en place ces collectivités. Quand je dis ces collectivités, ces intercos, bon, c'est récent, donc, je dis même à la CC Sud, on est les pionniers pour avoir mis en place une politique intercommunale environnementale. Justement, on est très sensibilisé sur ces problématiques, mais je dirais aussi un autre phénomène qui a aussi des conséquences. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, le problème de remontée des eaux, les problèmes des aléas dans les schémas d'aménagement qu'on était en train de parler. Effectivement, avec l'érosion, on voit les gens qui construisent des maisons à bord des cours d'eau ou ce qu'on a parlé tout à l'heure, ou des falaises. Donc, on voit les conséquences maintenant, ça commence à se faire ressentir. Donc,
par rapport à nos polices environnementales, déjà, moi je peux prendre 2 exemples, en tout cas, qui fonctionnent bien chez nous. C'est la problématique des déchets de chantier. Sur cette problématique-là, il y a nos polices qui sillonnent notre territoire pour veiller à ce qu'on ne dépose pas les déchets de chantier n'importe où. On voyait au bord de la route parfois, malheureusement, on constatait ça. Donc, aujourd'hui, il fallait aller un peu plus loin parce que la police, pour surveiller l'application des je dirais, le respect plutôt des plans d'urbanisme, on a parlé tout à l'heure, il faut une police spécialisée en urbanisme qui peut verbaliser et jusque-là, on n'a pas encore ces agréments ici à Mayotte. Donc, il est temps que les collectivités s'y collent pour restructurer, mettre en place ces polices d'urbanisme pour faire respecter les fameux textes qu'on a parlé tout à l'heure. Quand on voit quelqu'un qui construit sa maison où il n'a pas respecté les limites, moi je regrette aussi, je dis aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit comme phénomène aussi, les gens quand ils construisent, même leur haut vent de toiture dépasse en piètre les domaines publics. Pour les véhicules, les camions qui viennent ramasser les déchets, ramasser la collecte des déchets, ils ont du mal à passer sur certains endroits où ils n'accèdent pas sur certains endroits. Donc, il faudrait aller encore plus loin par rapport à nos collectivités, se structurer, se renforcer pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population. Alors, parmi la grande question d'aménager sans détruire l'environnement, il y a la question de l'érosion et de toutes ces terres qui ravinent vers le lagon dans des quantités absolument faramineuses et qui contribuent à détruire la nature que l'on ne voit pas parce qu'elle est sous l'eau, mais elle est quand même très importante. On dit que les chantiers, suivant les études qui ont été faites, notamment par les ELAM, on dit que les terres de chantier, les gravats de chantier, sont ceux qui polluent aujourd'hui et qui envasent le plus le lagon. Dans les chantiers, il y a les chantiers illégaux, un peu ce que vous venez d'évoquer, Moustoua Marie, mais il y a aussi les chantiers légaux. Comment on fait aujourd'hui pour protéger le lagon de ça, vous voyez, et comment on fait? Parce que des chantiers, il y en aura toujours en réalité. Je vais essayer de répondre. D'une manière générale, tous les projets d'aménagement du territoire, que ce soit une route ou un aménagement d'un quartier ou d'une plage, nous avons pas mal de plages, il y a des études spécifiques, dites études environnementales pour simplifier. Et ces études ont pour objet justement de veiller à ce que tout ce qui est lié à la protection de l'environnement soit respecté. Notamment, je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos, sur les abattages des arbres, par exemple, on se doit de recenser les arbres qui existent, préserver un certain nombre, et tout ce on est amené à détruire, pouvoir les compenser, les replanter ailleurs. Donc, ces études sont là pour que les collectivités puissent respecter à minima, je dis, la protection de l'environnement. Mais aussi même les méthodes, les techniques de construction aujourd'hui, il faudrait que les collectivités fassent en sorte que les techniques employées ne soient pas trop agressives par rapport à l'environnement. Donc il y a cet effort-là, partout il y a ces études-là. Maintenant, il faut veiller, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ces préconisations sont respectées par les entreprises? Il semblerait que non. Voilà, donc ça c'est notre question, en tout cas, qu'il faudrait traiter. Michel ? Oui, j'ajouterais quelque chose pour avoir une idée bien précise de cette question. Le projet Les Selames dont vous parliez estime à 20 000 tonnes par an la quantité de terre qui arrive dans le lagon, qu'elles viennent des chantiers, qu'elles viennent aussi de terrains agricoles mal protégés, etc. 20 000 tonnes, pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 tonnes par kilomètre de côte en un an, qui descendent dans le lagon et qui vont envaser à la fois le platier frangeant, qui vont envaser le lagon, qui vont même aller jusqu'au récif extérieur. C'est énorme parce que ça, c'est
ça va réduire la vitalité des récifs coralliens qui sont la richesse du lagon. Alors, il y a une autre question que j'aimerais aborder avec vous, moi, qui me pose question à chaque fois, c'est la question de l'assainissement. On sait qu'on est loin d'être bon sur l'assainissement, hein, ça ne marche pas. On sait aussi que l'assainissement mal fait, eh bien, ça salit l'eau, hein, et ça pollue le lagon et les rivières. Ça engage aussi des conséquences possibles sur la santé humaine. Et pourtant, on continue d'aménager et de prévoir des grands projets pour loger des gens, pour installer des enfants à l'école. Mais on ne règle pas la question de l'assainissement. Dans le fil conducteur de notre émission, ça me paraît complètement incongru. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à bras le corps cette question de l'assainissement pour la régler une bonne fois pour toutes? Parce que c'est pas dur, on sait faire quand même. Oui, j'ai envie de dire effectivement, mais dans notre organisation des collectivités, malheureusement, c'est fait ainsi. Le volet assainissement, il y a une collectivité sur le territoire qui s'occupe de tout ce qui est la problématique de l'eau et de l'assainissement. Donc l'assainissement va de pair avec l'eau potable, hein, l'assainissement par des eaux usées. Donc effectivement, quand on regarde sur le territoire avec la démographie que nous connaissons, donc il faudrait revoir complètement notre système ou généraliser partout ailleurs. Donc en fait, c'est le syndicat Les Eaux de Mayotte qui est plus à la page, quoi. Qui n'arrive pas. Bien évidemment, il y a de retard dans ce domaine-là pour pouvoir réaliser un assainissement collectif sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Pour moi, s'il devait y avoir une seule priorité environnementale et d'aménagement à Mayotte, les deux à la fois, c'est le problème de l'eau et de l'assainissement. Hein. Parce que c'est indispensable pour à la fois la protection de l'environnement et que c'est aussi et surtout un problème de santé publique et d'approvisionnement. Regardez sur l'eau, depuis 2017, on a toujours des problèmes d'approvisionnement en eau et il ne suffit pas de faire des coupures d'eau qui sont déjà quand même sacrément impactantes pour la population, mais il faut qu'on trouve des solutions le plus possible naturelles, hein, pour arriver à regorger en eau douce. Parce qu'il y a toujours des solutions techniques, hein. On peut toujours dire on a le lagon autour de nous, il suffit de dessaler l'eau de mer. Oui, sauf que ça coûte 3 ou 4 fois plus cher que de faire des prélèvements dans les nappes. Donc ça veut dire reboiser. Ça veut dire reboiser. Permettre à l'eau d'être stockée naturellement. Voilà. Ça veut dire aussi une 3e retenue collinaire. Pourquoi pas? Peut-être autre chose. Moi, je fais une petite anecdote par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Par rapport aux coupures d'eau, par exemple. Je prends l'exemple de Bandélé. On a gardé un certain nombre de puits qu'on n'a pas éliminés. Les puits pour puiser l'eau. Et en cas de coupure, mais c'est pas avoir, on sait que c'est pas traité, mais ça permet au moins de faire un certain nombre d'activités qu'on peut utiliser. Donc malheureusement, on ne trouve plus ces puits-là. Voilà, donc on fait des forages maintenant pour avoir l'eau, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait généraliser. Collecter toutes les initiatives, récupération des eaux de pluie. Il faudrait qu'on ait cette politique-là de récupérer les eaux de pluie. Éventuellement, laisser les personnes, s'ils veulent réaliser des puits pour le jardin, laver les voitures ou le jardinage. Donc, ces initiatives multipliées qui feront que, voilà, on peut régler en partie le problème de l'eau qu'on connaît sur ce territoire. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà la fin de cette émission. J'avais encore des tonnes de questions à vous poser. Mais on aura l'occasion de se retrouver et de les aborder dans une autre émission. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Merci également à vous de nous suivre. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission d'Agir pour l'environnement.